Au sommaire de cette édition présidentielle à Madagascar, le candidat Andry Rajoelina, arrivé en tête du premier tour, a dénoncé ce lundi des manipulations des résultats officiels. À 3 jours du lancement officiel de la campagne électorale en République démocratique du Congo, le candidat Emmanuel Ramazani Shadary a présenté ce lundi son programme. Et puis, dans son premier discours public depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le roi Salman d'Arabie Saoudite a apporté son soutien au prince héritier Mohamed. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue à tous. À Madagascar, l'ancien chef de l'État Andry Rajoelina, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre dernier, a dénoncé des manipulations dans les résultats officiels, estimant que son score était plus élevé. À cet effet, il demande à la justice de trancher. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre dernier, l'ancien chef de l'État malgache Andry Rajoelina a dénoncé lundi des manipulations dans les résultats officiels. Sans avancer les chiffres dont il disposait, Andry Rajoelina a, devant ses partisans réunis à son quartier général d'Antananarivo, affirmé que le logiciel de la CENI avait été truqué. Malheureusement, il y a eu un problème à cause du manque de professionnalisme de ceux qui traitent les résultats. Il y a eu aussi l'intention de détourner les votes du peuple malgache. Andry Rajoelina, qui a dirigé le pays de 2009 à 2014, à la suite d'un coup d'État, comme l'a qualifié la communauté internationale, a décidé de saisir la plus haute instance judiciaire du pays. On a déposé plusieurs plaintes auprès de la HCC avec des preuves irréfutables. Stop à la corruption, stop au détournement des votes du peuple. Je respecte la loi. J'ai foi en la sagesse de la HCC. J'accepterai leur décision. Selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Andry Rajoelina est arrivé en tête du premier tour avec 39,19% des suffrages devant l'ancien président Marc Ravalomanana, 35,29%, dans la mesure où aucun des 36 candidats n'a obtenu plus de 50% des suffrages au premier tour. Un second tour départagera Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana le 19 décembre. Les préparatifs en vue de l'élection présidentielle au Nigeria vont bon train. Le président Muhammadu Buhari a lancé officiellement sa campagne électorale. L'homme est candidat à sa propre succession et entend poursuivre sa lutte contre la corruption. Les images. Les électeurs nigérians sont attendus aux urnes le 16 février pour élire leur nouveau président. 4 ans après la victoire historique de Muhammadu Buhari, qu'il a vu devenir le premier candidat de l'opposition au Nigeria à battre un président en place, l'homme est candidat à sa propre succession. Mais l'ancien général, âgé aujourd'hui de 75 ans, doit affronter une vague de mécontentement populaire et une opposition de plus en plus organisée. Lors du lancement de sa campagne dimanche soir à Abuja, il a affirmé avoir tenu ses promesses en termes de sécurité, d'économie et de lutte contre la corruption. Muhammadu Buhari a reconnu qu'il restait du travail à faire pour que tout le monde puisse en bénéficier et non pas seulement quelques-uns. Il faut dire que le Nigeria, premier exportateur de pétrole du continent africain, est gangréné par la corruption et ce thème sera vraisemblablement au cœur de la campagne. Dans ce nouveau programme dévoilé dimanche, le président Buhari souhaite, comme il y a 4 ans, mettre l'accent sur la création d'emplois et la diversification de l'économie pour être moins dépendant du pétrole, ainsi que renforcer le système d'éducation. Dans moins de 90 jours, 78 candidats s'affronteront pour la présidence. Mais le vrai duel se jouera entre Muhammadu Buhari et son rival du Parti populaire démocratique, Atiku Abubakar. Cet ancien vice-président d'Olusegun Obasanjo bénéficie d'un large soutien de son parti, notamment après une vague de défections au sein du parti au pouvoir.
Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le candidat du président sortant Emmanuel Ramazani Shadary a promis ce lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans. C'était lors de la présentation de son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. À 3 jours du lancement officiel de la campagne électorale, Emmanuel Ramazani Shadary a décliné son programme autour de 4 axes. Renforcement de l'autorité de l'État, diversification de l'économie et garantie de l'emploi, lutte contre la pauvreté et garantie de l'accès aux services publics, démonstration de l'importance géostratégique de la République démocratique du Congo. En présentant son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre, le candidat du président sortant a promis ce lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans. Je suis persuadé que l'œuvre de la refondation de l'État congolais, amorcée par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qui balise le chemin de notre marche à grands pas vers un Congo émergent, restera en effet la source d'inspiration de tout mon engagement politique. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre les nuages. Pour sa première prise de parole importante depuis sa désignation le 8 août dernier, Emmanuel Ramazani Shadary a salué le bilan du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Toujours ce lundi, la très influente Église catholique congolaise a appelé les autorités à garantir et faire valoir la liberté de manifester à tous les candidats. On reste en République démocratique du Congo où des tensions ont de nouveau agité le campus de l'université de Kinshasa. La police, elle, a dénoncé des infiltrations. Cette situation s'observe à 2 jours du lancement officiel jeudi de la campagne pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Encore des violences en République démocratique du Congo et cette fois, c'est l'université de Kinshasa qui en est le théâtre. En effet, depuis le 12 novembre, les étudiants de Unikin manifestent pour réclamer la levée de la grève de leurs professeurs entamée depuis 2 mois sur des questions salariales. Mais la mobilisation a tourné au vinaigre, la police ayant appliqué une répression vive. D'après des étudiants, des policiers ont tiré à balles réelles en l'air et des gaz lacrymogènes pendant que les manifestants répliquaient avec des jets de pierre. De nombreuses arrestations se sont également opérées. Pour la police, des infiltrations de voyous sont à l'origine des troubles signalés à l'université où le calme est revenu. Tous les étudiants arrêtés ont été libérés à en croire la police, mais les voyous sont restés en détention et seront remis à la justice. Une réunion des professeurs de l'Unikin est prévue ce mardi afin de déterminer la suite à donner au mouvement de grève après des négociations avec le gouvernement selon des médias locaux. 2 étudiants congolais sont morts la semaine dernière après avoir été blessés par des tirs de la police sur le campus alors qu'ils manifestaient pour la reprise des cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur a promis que le policier qui avait tiré a été arrêté et sera jugé et condamné. Ce journal se poursuit en Zambie. Le musicien Chama Fumba et 5 autres militants anticorruption ont comparu devant le tribunal correctionnel de Lusaka et ce, pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement afin de dénoncer la corruption du gouvernement. C'est très troublant parce que je dois me rappeler chaque minute que je dois être au tribunal. Je ne peux pas prévoir 1 mois, 2 ou 3 semaines sans penser au tribunal. C'est un cauchemar logistique de faire en sorte que 6 personnes comparaissent chaque jour sans qu'aucune d'entre elles ne manque à l'appel. Car si l'une manque à l'appel, votre caution peut être révoquée. Vous pouvez donc imaginer le genre de pression qui s'exerce sur nous, mais à part cela, la vie est telle qu'elle est. La grande question est de savoir si notre argent peut cesser d'être volé, si ça peut changer.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a fait l'éloge de la justice de son pays et apporté son soutien au prince héritier Mohamed. C'était dans son premier discours public depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, une affaire au retentissement mondial qui a considérablement terni l'image de Riyad. Dans son premier discours public depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le roi Salman d'Arabie Saoudite a apporté son soutien au prince héritier Mohamed, accusé par la CIA d'être derrière ce meurtre, selon le Washington Post. Sans mentionner directement le meurtre de Jamal Khashoggi, critique du pouvoir saoudien qui collaborait au Washington Post, le monarque saoudien a affirmé devant les plus hauts dignitaires du royaume, dont le prince Mohamed, qu'ils feront en sorte que ce pays ne s'éloigne pas de l'application sans discrimination de la loi de Dieu. L'Arabie Saoudite a, à maintes fois, changé sa version sur ce qui était arrivé à Jamal Khashoggi. La semaine dernière, le procureur général saoudien a disculpé le puissant prince Mohamed Ben Salman, l'un des fils du roi, du meurtre de Khashoggi qui a eu lieu le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul. Dans son discours, le roi s'est également félicité du programme de réforme économique de son fils, visant à créer des emplois pour une population jeune en majorité et à préparer le royaume à l'après-pétrole. Le roi et le prince héritier ont repris ce lundi une tournée intérieure sans précédent en se rendant dans la région de Tabouk pour solliciter le soutien de chefs tribaux et religieux. Et puis, après le Brexit, le Royaume-Uni aura le plein contrôle de la politique d'immigration. La première ministre britannique Theresa May, en s'adressant aux chefs d'entreprise, en a donné l'assurance ce lundi. Les détails. Les 27 ont donné lundi un premier feu vert à l'accord de divorce négocié avec Londres, cible de virulentes critiques au Royaume-Uni, donnant le coup d'envoi d'une ultime semaine de tractation avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles. Les discussions ne sont pas encore closes. Les deux parties doivent désormais se mettre d'accord sur la nature des liens qu'elles garderont après le Brexit. Mais déjà, Theresa May promet de s'attaquer à l'épineuse question de l'immigration juste après le Brexit. Une fois que nous aurons quitté l'UE, nous aurons le plein contrôle de qui vient ici. Les ressortissants de l'Union européenne, quelles que soient leurs compétences et leur expérience, ne pourront plus faire la queue devant les ingénieurs de Sydney et les développeurs de logiciels de Delhi. Au lieu d'un système basé sur l'origine d'une personne, nous en aurons un qui sera basé sur les talents et les compétences qu'une personne a à offrir. Le projet d'accord sur le Brexit a valu à Theresa May plusieurs départs de son gouvernement, motivé notamment par le sort particulier réservé à la province britannique d'Irlande du Nord après la sortie de l'UE. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité.